Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 13 de ce Tour de France. Nous sommes déjà le 14 juillet, une étape toujours particulière pour les Français. Ça fait quand même depuis quelques années qu'un Français n'a pas gagné le 14 juillet une étape du Tour de France. Ça fait depuis quelques temps quand même. Ça serait bien de réussir à refaire ce grand résultat. On regarde tout de suite la présentation de l'étape, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour cette étape. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. N'hésitez pas à regarder également les autres vidéos, les autres contenus présents sur la chaîne. N'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, Amazon, Deezer, Google, Spotify, petite préférence pour Spotify, vous pouvez vous abonner sur Spotify notamment. Et puis, allez voir TikTok également avec le débrief rapide de l'étape juste après l'arrivée. Vous pouvez également vous abonner sur TikTok. Bon, étape qui n'est pas simple, cette étape numéro 13, entre Châtillon sur... j'ai encore oublié le nom de la ville. Châtillon sur Chalaronne et le Grand Colombier. Ça ressemble au Puy-de-Dôme, c'est-à-dire une montée sèche du côté du Grand Colombier. Mais le Grand Colombier, c'est pas le Puy-de-Dôme. C'est-à-dire que le Puy-de-Dôme, c'était 4 km très compliqué. Il y avait 4 km à 7%, c'était demi, un truc comme ça de moyenne. Il y avait un plat et puis 4 km extrêmement durs, mais qui se suivaient. Et on arrivait à 1400 mètres d'altitude. Là, on arrive à peu près à la même altitude, hein, c'est 1495 mètres. La différence, c'est qu'on démarre de beaucoup plus bas. Et surtout, les pourcentages sont beaucoup plus irréguliers et on a des pourcentages difficiles assez loin de l'arrivée. C'est-à-dire que si on veut faire des écarts, pour moi, il faut tenter de partir de loin sur cette montée. C'est peut-être la bonne étape si on veut prendre le maillot jaune ou si on veut confirmer sa situation, parce qu'on va quand même enchaîner 3 jours d'affilée qui vont être très durs. Et ça peut être un bon moment pour prendre en main la course. Mais tout va se concentrer sur le Grand Colombier. Ça va être une course de côte. Est-ce qu'on aura le même scénario que Puy-de-Dôme, c'est-à-dire 2 courses en une? Ou est-ce qu'on aura plutôt des leaders qui veulent s'imposer en haut du Grand Colombier, du côté du dénivelé positif? 2413 mètres, c'est pas énorme hein, pour une étape de montagne. C'est la 13e étape dans ce classement. Et au classement de la montagne, eh bien 20 points max, tout simplement parce que c'est un hors catégorie qui vaut 20 points et qui a que le Grand Colombier en difficulté du jour. Ce qui fait qu'au niveau des coureurs dans l'échappée, il n'y a que la victoire d'étape qui peut véritablement compter. Est-ce que ça ne va pas annihiler les tentatives d'échapper? Je ne sais pas. C'est des questions que je me pose. Elle n'est pas facile à pronostiquer, cette étape du côté du Grand Colombier. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette étape. Ça va aller assez vite hein, sur le parcours de cette étape. Alors vous pouvez voir, donc on rentre bien dans les Alpes. Hier, c'était, on va dire, un apéritif. Donc le transfert a été assez restreint hein, parce que là, pendant 5-6 jours, on va rester quasiment dans la même zone de course. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir presque rester dans le même hôtel. On ne va pas changer énormément d'hôtel. C'est l'avantage de ce Tour de France. Avec une étape donc, qui va partir de Châtillon sur Chalaronne, j'avais oublié le nom de la commune, pour arriver au Grand Colombier. Vous voyez, c'est une étape qui est très courte, du fait qu'on soit aussi le 14 juillet. Faut savoir que France Télévisions, par exemple, diffuse le défilé du 14 juillet, donc c'est aussi une demande un peu des télévisions d'avoir des étapes qui soit partent plus tard, mais arrivent plus tard, ou voilà, d'avoir des horaires décalés, on va dire. Et on arrive au Grand Colombier avec une étape qui va croiser en fait le parcours de l'étape 18. Qui, elle, sera une étape beaucoup plus plate, l'étape numéro 18, qui sera la prochaine étape pour les sprinteurs, hein, parce qu'entre-temps, on aura fait de la montagne, qui sera la fin de ces Alpes. Vous voyez, c'est surtout sur la fin de journée hein, que ça se complique, avec donc ce sprint intermédiaire en montée, et puis le final du côté du Grand Colombier, j'allais dire le Puy-de-Dôme. Bon, vous voyez, hein, c'est... il y a des épingles sur la fin, mais c'est pas hyper technique, hein, la route du côté du Grand Colombier pour cette montée. Mais ça va être dur. On regarde tout de suite le profil.
Châtillon-sur-Chalaronne, Grand Colombier, seulement 137 km de course. Début de course sur le plat. Vous voyez, c'est vraiment très très plat, même dans l'Ain. Chalamont, Amberieu en Bugey, Saint-Rambert en Bugey. On arrive à Tenay, qui est le pied en fait de la première difficulté du jour, qui n'est pas un classement de la montagne. C'est le sprint intermédiaire de Hauteville-Lopne, Lompeneux, Lompness, je ne sais pas comment on doit le dire du tout. S'il y a des gens qui habitent l'Ain, n'hésitez pas à me dire comment on dit le nom de la commune. Au sprint intermédiaire, 7 km 900 à 4,7 de moyenne. Vous voyez, c'est un faux plat qui va continuer en plus pendant quelques kilomètres après. Donc c'est pendant 15 km, on va être en montée ou en prise jusqu'à arriver au col de la Lèbe qui sera au kilomètre 95. On redescend vers Artemar, Culose pour le pied du Grand Colombier. 1495 mètres, 17,8 km à 7% de moyenne. C'est un col hors catégorie, parce que là, c'est pas indiqué sur la carte. Et vous voyez le Grand Colombier, c'est dur. C'est dur, c'est long, c'est dur. Ça peut faire des écarts, le Grand Colombier. Surtout, la difficulté est plutôt bien répartie. Alors, c'est assez régulier. Ça joue avec souvent des rampes. Mais vous avez quand même des passages très compliqués, surtout par Culose, notamment un kilomètre à 11,1% entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6, un passage à 10,7% entre le kilomètre 11 et le kilomètre 12, et vous voyez surtout les derniers 700 mètres qui sont à 9,4%, donc c'est dur jusqu'à la fin. L'avantage par contre du Grand Colombier, c'est que c'est pas très haut en altitude, mais des avantages, c'est qu'il risque de faire chaud au niveau de la météo. Mais vous voyez, c'est une pente où il y a pas mal de ruptures de pente. Donc, c'est pas toujours facile. Il faut réussir à trouver son coup de pédale. Puis, vous avez des passages plus plats. Donc, on peut remettre du braquet. Donc, c'est pas simple. Déjà, au niveau du choix de matériel, savoir quel braquet on va utiliser. Parce qu'il faut bien choisir son bon développement. Et puis, voir un petit peu comment on peut se débrouiller sur cette montée en termes de gestion physique et tactique, parce que si on veut faire des écarts, faut quand même tenter de partir de loin. Si tu attends le kilomètre 14 pour partir, tu risques pas de faire des gros écarts avant les 700 derniers mètres. On regarde le final au niveau technique. Donc vous voyez, c'est pas très difficile, mais on est sur des portions qui sont beaucoup plus plates. Avec une épingle aux 5000 mètres, qui sera la dernière épingle de la montée. Un autre virage serré à 2 km 500 et puis après c'est une belle ligne droite quasiment jusqu'à l'arrivée du côté du Grand Colombier. On nous indique une ligne droite de 1400 mètres, donc 400 mètres à vue avec 5 mètres de large, donc c'est plutôt bien pour une arrivée en montagne. Si on arrive avec plusieurs coureurs, ça peut être très bien dans ce col du Grand Colombier. Donc on peut faire vraiment des très très bonnes choses sur cette étape. Eh bien, on regarde tout de suite les segments Strava. Du côté du segment Strava, on a le segment Strava du Grand Colombier. Le meilleur temps, c'est 45 minutes 37. C'était Tadej Pogačar qui avait remporté la 15e étape du Tour 2020. La moyenne chez les professionnels est de 1,0331, donc c'est une montée qui est quand même assez longue. C'est plus long que le Puy-de-Dôme, de tête. C'est du niveau du Tourmalet. Tourmalet, on était à 47 minutes, là on est à 45. Du côté donc de Tadej Pogačar, on avait fait 22,6 km/h à 45 minutes 37. Richie Porte avait fait 22,5 en 45-41. Sepp Kuss avait fait 45 minutes 51 à 359 watts sur la montée. J'ai un Elie Gebert qui est en 48 minutes 31 à 21,2 km/h et un Thibaut Pinot qui a déjà fait 47 minutes 40 du côté des chronos Strava. On voit que la moyenne c'est entre 350 watts. Moi j'ai un Caruso qui a 393 watts de moyenne, mais sinon je dirais qu'on est entre 350 et 375 watts. C'est quand même une montée longue encore une fois, mais où on n'est pas très haut en altitude. On regarde l'histoire du Tour de France. Eh bien je reviens sur la 10e étape du Tour de France 2012. C'est une étape que j'avais beaucoup appréciée quand j'avais regardé en direct à l'époque. Je l'ai vue en direct. C'était une étape très spectaculaire. Avec le Grand Colombier au programme de cette étape, journée qui devrait convenir aux baroudeurs,
le final est sur un profil descendant dans cette journée. Au général, Bradley Wiggins est déjà en tête du classement avec 1 minute 52 d'avance sur Cadel Evans, le tenant du titre. Il a fait une belle opération la veille. Le départ de l'étape est musclé. Tout le monde sait que l'échappée a de grandes chances d'aller au bout. Nous sommes encore dans la première moitié de course et les coureurs ont encore pas mal d'énergie. Peter Sagan de la Ligue Quigas sort avec Grifko. Ils vont rester une dizaine de kilomètres à deux avant d'être rejoints par 23 coureurs. Jean-Christophe Perrault d'AG2R, Dimitri Fofonov d'Astana, Marcus Burgard et Steven Cummings pour la BMC, Thomas Vauclair et Yukiya Arashiro d'Europecar, Egoy Martinez d'Euskaltel Euskadi, Sandy Kazar, Evgeny Otarovic, Mathieu Ladanius pour la FDJ, David Millar et David Zabriskie pour la Garmin Sharp, Johan Horar pour la Katusha, Michele Scarponi pour la Lampre, Dries Devenins pour Omega Pharma Quickstep, Simon Gerrans et Matthew Goss pour Okia Green Edge, Luisan Sanchez pour la Rabobank, Jaroslav Popovic et Jens Voigt du côté de la Radio Shack, Fabrice Jean Debose du côté de Source Jason, Karsten Kroon et Michael Morkov pour la Saxo Bank Tinkoff. Quand je vous disais qu'à l'époque, Michael Morkov n'était pas un poisson pilote, c'était un rouleur baroudeur quand il était chez Saxo Bank. À 110 km de l'arrivée, ils ont 6 minutes 43 d'avance et au premier grimpeur, c'est Michael Morkov qui passe en tête. Il a déjà porté le maillot à pois, il aimerait le retrouver. Pas grand chose à se mettre sous la dent, l'échappée collabore très bien et derrière on discute dans le peloton, on est en mode détente. On a quand même une belle bagarre lors du sprint intermédiaire entre Sagan, Goss et Utarovic et c'est l'Australien qui s'impose. Sagan termine 3e. On attaque le grand colombier. Goss et Utarovic mettent le clignotant à gauche. Comme Sagan, aussi lâché dans cette montée, c'est trop long pour lui. Moi, je me suis souvent dit que Sagan, c'était un coureur qui était capable de bien passer la montagne et qui aurait pu faire peut-être une carrière à la Van Aert, pourquoi pas, en étant performant sur des étapes de montagne. Après, le problème, c'est que Sagan, je pense que la motivation n'a peut-être jamais été son vrai fort. Il voulait s'amuser sur un vélo et un col, il faut rester à un rythme constant et ça ne le passionnait pas. Et je pense que dès qu'il y a un truc qui ne le passionne pas, Sagan, il ne met pas énormément d'énergie à le faire. Et c'est pour ça, je pense qu'il n'a pas pu évoluer dans sa carrière plus que ça. Il est resté. Il a une belle carrière, Sagan, mais c'est vrai qu'en montagne, moi je pensais qu'il arriverait à gagner des belles étapes de montagne, comme ce qu'a réussi à faire Van Aert, et au final, Sagan ne l'a jamais fait. À l'avant, c'est Scarponi qui fait le tempo et qui essore cette échappée. Ils ne sont plus que 6 coureurs à l'avant. Scarponi, Vauclair, Cazard, Devenins, Perrault et Sanchez. Dans le peloton aussi, ça fait mal. Robert Rezink est lâché. Vauclair semble à son maximum, mais avec Vauclair, c'était toujours difficile à savoir parce que c'était quand même le plus grand manipulateur du cyclisme. Le premier à faire des têtes et des grimaces devant la caméra et puis ensuite à vous flinguer 10 minutes après. Heureusement, le rythme se calme. On voit même le retour de Jens Voigt. Et c'est une belle échappée où ça va pas être facile à manœuvrer parce que Scarponi, Vauclair, Sanchez, Voigt, c'est quand même des sacrés filous. Et Devenins, c'est un coureur qui est assez costaud. Sanchez décide de s'isoler en tête de la course, il prend 25 secondes d'avance. Vauclair décide d'attaquer, ce qui ne plaît pas à Scarponi qui préfère un rythme plus régulier. Et ils sont accompagnés par Dries Devenins. À 6 km du sommet, le trio revient sur Luisan Sanchez. Vauclair passe en tête au Grand Colombier et ils sont encore 25 coureurs dans le peloton maillot jaune au sommet. Nibali décide de sortir dans la descente et on connaît les talents de descendeur de l'Italien. En plus, il rejoint son coéquipier Peter Sagan qui était dans l'échappée. Je pense que ça avait été prévu le matin même. Et dans cette descente rapide, les deux font des étincelles. On arrive dans le col de Richemont. Sagan lâche. Il laisse Nibali tout seul avec 1 minute d'avance sur le groupe Wiggins. Devant dans l'échappée, c'est Scarponi qui emmène. Vauclair prend les points et elle se retrouve en tête du classement du maillot à pois. On attaque la descente vers l'arrivée. Faire attention, le dernier kilomètre de cette étape est en montée avec un vent qui est défavorable. Dans la descente, nous avons un revenant, Jens Voigt, qui fait un gros effort en solitaire pour réintégrer ce quatuor de tête. Et cette fin d'étape va être fabuleuse. Il a réussi à remonter 1 minute 15 de retard. Jens Voigt, c'est quand même un effort incroyable. À 4 km de l'arrivée, nous avons de multiples attaques. Dries Devenins sort tout seul. Derrière, on se regarde. À 2 km 700 de l'arrivée, Jens Voigt met également une grosse accélération. Derrière, Vauclair, Scarponi et Sanchez se marquent à la culotte
personne ne veut rouler pour l'autre. Personne ne veut collaborer. À 2 km de l'arrivée, Vauclair arrive à se débarrasser de ses 2 sparadraps et il déborde Jens Voigt à 700 mètres de l'arrivée. Il s'envole pour la victoire. Dries de Venins ne peut pas suivre. Une magnifique gestion tactique de la part de Thomas Vauclair. Il n'était pas dans une position facile parce que tout le monde le surveillait et pourtant il a réussi à se défaire se défaire de cette situation de pancarte. Vauclair en 2012 sur le tour, il est quand même très difficile à battre. Pas de grands changements dans le top 10, à part Jürgen van den Broek qui gagne plusieurs places au général. Le coureur belge est sorti à 25 km de l'arrivée avec Pierre Rolland. Et c'est marrant parce que donc, j'ai revu le résumé et c'est une étape dont je me souvenais très très bien le final. C'est-à-dire, je me souvenais, je vois les 4-5 derniers kilomètres, je me souvenais très bien de cette situation avec Vauclair, Sanchez, Carponi, les 3 ensemble enfin voilà, c'était vraiment une échappée de rêve, hein, celle-là. Avec Jens Voigt devant, Dries de Venins, je me souvenais vraiment de toute cette fin d'étape. Ça m'avait vraiment marqué. Le cycliste du jour, Maxime Bouet, qui va prendre sa retraite à la fin de saison professionnelle de 2007 à 2023. Capitaine de route, coureur exemplaire, passé chez Agritubel, Quick-Step, Arkea et AG2R. C'était un coureur talentueux et même pendant très longtemps, on se disait « Ah, ça va peut-être être un coureur pour les courses par étapes d'une semaine ». Et puis, peut-être qu'il n'aimait pas cette pression-là ou qu'il préférait vraiment ce travail d'homme de l'ombre. Mais il a fait un gros travail pour pas mal de coureurs dans toutes les formations où il est passé. Il a eu un gros travail de capitaine de route, aussi parfois baroudeur, même s'il a rarement été en position de gagner. Voilà un coureur de l'ombre qui va prendre sa retraite à la fin de la saison. Ça me permet de le mettre en avant. Du côté de la météo, en pleine entre 30 et 32 degrés, du soleil, fort vent de sud, entre 15 et 40 km/h, qui sera pendant une grande partie de l'étape un vent de côté. Donc il faudra faire attention pour les petits gabarits, parce que 15-40 km/h, on va avoir des vélos de montagne. Alors c'est peut-être l'avantage d'avoir des vélos de montagne, parce que je ne pense pas qu'on va avoir des jantes hautes sur cette étape-là. Donc ça va aider les petits gabarits à s'en sortir peut-être un peu mieux. Mais il faudra faire attention au niveau des matériels. Au sommet du Grand Colombier, ça va être vraiment une fournaise, 30 degrés, avec 30 km/h de vent de sud, qui sera plutôt un vent de dos. Donc ça va permettre des attaques, parce que vent de dos, vous ne pouvez pas vous cacher, contrairement à du haut de face sur une montée. Du côté de la stratégie, échappée de 6 à 8 coureurs, reprise par le peloton, avec victoire d'un leader, ou victoire de l'échappée, comme au Puy-de-Dôme, avec 15-20 coureurs qui partent et qui prennent 15-20 minutes d'avance sur le peloton et qui peuvent se bagarrer pour la gagne. Parmi mes favoris, je tente Jonas Vingegaard, je tente Guillaume Martin, également le Français qui voudrait faire une remontée au classement général, il n'est pas très dangereux en ce moment. Thibaut Pinot, c'est peut-être le jour de gloire pour Thibaut Pinot. Un 14 juillet, fête nationale, Grand Colombier. Alors le désavantage c'est la chaleur, mais bon, on a vu sur le Puy-de-Dôme, il s'en est bien sorti dans la chaleur. Et puis en grosse cote, je tente Egan Bernal, le Colombien, qui pourrait tenter d'aller chercher une belle étape. On l'a peu vu, mais les jambes sont pas si mal que ça pour Egan Bernal, qui fait un travail d'équipier en ce moment pour Rodriguez et pour Pidcock. La grande question est de savoir est-ce qu'on lui laissera sa chance à Egan Bernal sur cette étape du Tour de France. Du côté du programme télé, le départ fictif sera à 13h55. Saint-Maurice de Rémance à 88 km de l'arrivée entre 15h02 et 15h12. Le sprint intermédiaire à Hauteville-Lompnes, je ne sais pas comment on doit le prononcer, entre 16h et 16h13. Le pied du Grand Colombier à Culose entre 16h46 et 17h04. L'arrivée est prévue entre 17h12 et 17h32. Faut savoir que c'est des moyennes en km/h. Donc là, ça ne vous fait pas une montée de 45 minutes, ça vous fait une montée qui dure 30 minutes. Bon voilà, c'est parce que c'est des moyennes en km/h. Sur les montées, ils ont parfois du mal à calculer les écarts et les vitesses. Donc, normalement, si on arrive à 17h04 au pied du Grand Colombier, on n'arrivera pas à 17h32 du côté du Grand Colombier, du côté du sommet. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve ce soir, parce que même si c'est le 14 juillet, il y aura vidéo, pour le débrief de cette étape sur TikTok. Le résumé également et le débrief sur YouTube à 21h, TikTok juste après l'arrivée. Demain,
Présentation de l'étape 7 heures, comme d'habitude. Je vais y arriver. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!